Bien, merci. Nous allons commencer continuer plutôt avec la première table ronde de la journée sur la pluralité et la fluidité des relations familiales qui devrait nous mener jusqu'à midi 15, midi 20 environ. Avec notre responsabilité commune de bien tenir le temps pour aller déjeuner à l'heure et pouvoir reprendre les travaux à 14 h avec la table ronde numéro 2. En quelques mots, et vous l'avez vu dans le programme qui a été distribué sur vos tables et qui est également en ligne sur le site de l'URDJ, l'idée de cette première table ronde est d'interroger les formes des relations familiales, les enjeux des individualisations et de la diversification, avec ce double prisme de la pluralité et de la fluidité dont nous avons parlé. Et c'est dans un second temps cet après-midi que nous évoquerons les questions des inégalités dans ces relations. Nous allons donc avoir 3 intervenants et une discutante ce matin avec nous, que je présente brièvement, mais dont les biographies sont également présentes avec leurs derniers travaux sur le site de l'URDJ et dans notre programme. Jean-Luc Deschaux, qui est professeur d'université à l'Université Lyon 2. Arnaud Régnier-Loyer, qui est directeur de recherche à l'Institut national des études démographiques. Et Pierre-Yves Vautier, qui est chercheur et anthropologue à l'EHESS. Donc vous aurez une quinzaine de minutes chacun, et ensuite nous pourrons ouvrir un temps de discussion avec notamment notre discutante maître Viviane Beuzelin, qui est notaire et membre du conseil scientifique de l'IURDJ, une discussion à laquelle évidemment donc la salle sera conviée et nous pourrons la voir ensemble avec madame Beuzelin. Donc je vous remercie et juste je me permettrai donc d'être un peu rigoureux avec le temps afin que nous puissions tenir cette journée chargée. Bien, messieurs, dames, bonjour. Je voudrais commencer par naturellement remercier l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, je lis l'intitulé exact, de m'avoir invité et me donner l'occasion de m'adresser à un public de juristes qui est plutôt rare dans ma pratique professionnelle. Par ailleurs, je suis très heureux de retrouver Irène Théry. On a été collègues il y a de nombreuses années dans le même laboratoire et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et donc, alors la commande qui m'a été faite, effectivement, consistait à faire un exposé très condensé. Donc, je vais essayer de tenir le format du quart d'heure qui m'a été alloué. Et donc, je suis parti, en réalité, du texte de présentation, de la journée d'études, dans lequel figurent ces 2 mots, pluralité et fluidité, pour définir les manières de faire famille aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de ces 2 mots, de ces 2 termes, que je vais organiser mon propos. Alors, ces mots portent un diagnostic sur les familles contemporaines. Ils disent des choses, ils en suggèrent d'autres, ils passent aussi sous silence d'autres aspects de la situation des familles. Alors, pluralité et fluidité s'opposent à unicité et stabilité. Effectivement, la famille au singulier n'existe plus et les formes familiales sont désormais plus labiles. Attention toutefois à ne pas raisonner de manière précipitée. La réalité sociale est complexe, elle se laisse difficilement résumer par l'emploi de mots qui charrient avec eux, sans forcément y prêter attention, un ensemble d'images parfois trompeuses. En somme, je vais considérer ces 2 termes moins comme une affirmation que comme une façon d'interroger la réalité, et je vais faire ça en 4 brèves étapes. En commençant, ça sera le premier point, par souligner la pluralité des pratiques et des croyances. La famille et la parenté, ce sont à la fois des manières de faire et des manières de penser, les 2 inextricablement mêlés, sans qu'il soit possible de dire que l'une soit la cause de l'autre. On peut donc décrire les familles sous l'angle des pratiques, comment vit-on ensemble, et sous l'angle des croyances et des normes, qui est parent de qui et que doit-on faire ensemble. La pluralité des familles contemporaines existe sur ces 2 plans. La matière, on pourrait dire, de la vie familiale et les croyances qui l'accompagnent. La pluralité des pratiques se manifeste par la variété des formes familiales, repérables à travers le décompte des familles nucléaires classiques, monoparentales, recomposées, homoparentales, etc. Cette pluralité se manifeste aussi par la variété des modes de vie en famille, définition et répartition des rôles de chacun sur les différentes scènes familiales.
Il faudrait rajouter aussi la variété des parcours familiaux, entrée dans la vie de couple, arrivée des enfants, séparation, phase de vie solitaire avec ou sans enfants, remise en couple, etc. Et tout l'effort de la sociologie de la famille depuis 50 ans a consisté à bien décrire cette pluralité, à mettre sur pied des dispositifs d'enquête à même de la saisir. Ce qui n'a pas été sans mal, hein, parce que la vision générale de la famille qui prévalait alors dans la société tendait à effacer cette pluralité ou à la récuser. On raisonnait au singulier, on disait la famille, on disait le couple marié, etc. Et donc il a fallu apprendre à mettre des S partout et à écarter les convictions, les jugements de valeur qui affirment la famille doit être ceci ou cela et le reste n'en est pas. On voit bien qu'il est difficile de s'en tenir aux seules pratiques. La famille n'est pas qu'un ensemble de manières de faire, ce sont aussi des croyances, comme je le disais, des croyances, des normes, un ensemble de représentations sur ce qu'elle doit être. Et le défi est d'arriver à penser les deux ensemble. La pluralité existe aussi sur le plan des croyances. À la question qui peut sembler simple en apparence, qui est parent de qui, les réponses sont aujourd'hui non seulement diverses, mais divergentes, parfois incompatibles. Dans ce vaste domaine des croyances, jugement de fait et jugement de valeur sont malaisés à distinguer. La question qui est parent de qui recouvre en partie le fait de savoir qui doit être parent de qui. Décrire revient souvent à justifier. Cela explique l'extrême sensibilité de l'opinion quant aux mots utilisés pour énoncer ces vérités, les transformer en valeurs. Les vives controverses qui ont eu lieu à l'occasion de l'introduction du Pacs en 1999 et puis ensuite au moment du vote de la loi instituant le mariage pour tous en 2013 et à nouveau lors de la révision des lois bioéthiques relatives à la PMA 2021 pour la dernière, sont une illustration de ce pluralisme normatif. Donc la famille aujourd'hui se conjugue au pluriel. La famille des uns n'est pas la famille des autres, ni sur le plan des pratiques, ni sur celui des vérités invoquées. La question qui se pose, c'est de savoir si ce pluralisme est vraiment, réellement nouveau. J'en arrive donc à mon deuxième point, pluralisme d'hier et pluralisme d'aujourd'hui. Posons plutôt la question à l'envers. Est-ce que la famille au singulier a vraiment existé ? La réponse est délicate et la distinction introduite entre pratique et croyance va nous aider à saisir cette nuance. Sur le plan des pratiques, la famille au singulier n'a jamais existé. Les historiens et les anthropologues soulignent à différentes époques et dans différents contextes culturels l'importance des clivages sociaux et régionaux pour s'en tenir à notre monde occidental. Le recours au mariage, le nombre d'enfants, le rôle de la mère, l'impact du rang de naissance, le type de dévolution patrimoniale, etc. Tout cela était très variable selon la classe sociale d'appartenance, la région dans laquelle on vivait, le rapport à la religion. Par exemple, ce sont les prolétaires des grandes villes industrielles qui ont inventé le concubinage. Les Bretons pratiquaient l'héritage égalitaire, là où en Gévaudan ou dans les Pyrénées, on misait tout sur l'aîné. Bref, la pluralité était de facto la norme sociale. Mais elle n'était pas perçue par les acteurs. Chacun vivait dans son petit monde sans avoir une vision exacte de la variété des manières de faire famille dans la vaste société. Et c'est en comparant différents milieux sociaux, différentes époques, que l'historien ou l'anthropologue ont pu établir cette pluralité. Il me semble que c'est un point clé pour bien saisir en quoi le pluralisme d'aujourd'hui n'est pas le pluralisme d'hier. Prenons l'exemple du 19e. Les pratiques familiales étaient diverses, mais sur le plan des croyances, le paysage familial était beaucoup plus unifié, beaucoup plus intégré qu'il ne l'est aujourd'hui. La famille au singulier était peut-être une fiction, mais une fiction politique et sociale qui faisait de la famille une institution régulatrice, intégratrice. La vision du mariage, celle des rapports parents-enfants, celle des relations au sein de la parentèle étaient grosso modo les mêmes entre catholiques et républicains, bourgeois et ouvriers. C'était un peu moins vrai pour les clivages régionaux. Ce qui différait, c'était les ressources permettant d'incarner ce modèle consacré par le Code Napoléon. Aujourd'hui, le pluralisme est aussi celui des croyances et des normes qui définissent ce qui fait famille. La famille est toujours une institution sociale, centrale, mais à géométrie variable. C'est le résultat de transformations en profondeur de la société
libéralisme et individualisme, en gros, à chacun sa famille, parce qu'à chacun sa vérité sur ce qui fait famille. Le rapport à la norme familiale a changé, la norme n'est plus indisponible. Elle est discutable, elle est critiquable, elle est plurielle. L'État n'a plus vocation à décider à la place des individus. Son objectif est plutôt d'organiser la coexistence de ces différences. Le droit ne dit plus le bien en matière familiale, lequel est renvoyé aux convictions personnelles. Il se contente d'organiser collectivement le juste, ce qui n'est pas simple, en prenant acte de la variété des convictions de chacun. La vraie nouveauté réside ici. J'en arrive à un troisième point qui est de réfléchir un peu au mot fluidité et à ce qu'il charrie. Alors, j'ai intitulé ce propos « Fluidité mais pas liquidité ». Fluidité s'oppose à stabilité. Parler de forme familiale fluide signifie qu'une structure d'un certain type peut se transformer en une autre, d'un autre type au cours d'une période déterminée, soit à l'échelle collective d'une société ou d'un milieu social donné, soit à l'échelle de la vie d'un individu. Les sociologues de la famille, on va s'en rendre compte tout au long de cette journée, raisonnent de plus en plus en termes de parcours de vie, pour observer comment on passe d'une forme familiale à une autre, soit par choix, soit du fait d'un accident de la vie, une rupture professionnelle, une rupture conjugale, un parcours de migration, etc. Cette idée de fluidité ne doit pas être confondue avec une autre qui est souvent mentionnée comme une déploration, qui est celle de liquidité. Alors la modernité liquide désigne, selon le sociologue qui a introduit cette expression, Zygmunt Bauman, une société sans repère stable, une sorte d'état de déliquescence sociale et idéologique lié à l'extension du néolibéralisme, selon Bauman, qui oblige les individus à s'adapter continuellement au changement. Toujours selon Bauman, le semblant de liberté que gagnent les individus se paye en réalité par la précarité, l'insécurité, l'incertitude. Pour lui, les structures sociales, stables et bien définies, ont disparu. C'était le monde d'hier. Elles sont remplacées par les interactions dans des réseaux qui sont aussi faciles à nouer qu'à dénouer. Alors il est tentant d'appliquer ce schéma à l'analyse des familles contemporaines. Et ce serait pourtant une erreur. Ce serait une erreur parce que la fluidité n'est pas l'équivalent de la liquidité. Pour rester dans le champ des métaphores aquatiques, la fluidité des formes familiales est de facto endiguée ou canalisée par les structures sociales. Tout n'est pas possible dans les parcours familiaux qu'étudie la sociologie de la famille. Certains parcours familiaux sont plus probables que d'autres et ces différences sont très marquées, en particulier selon les variables sociologiques lourdes que sont les catégories sociales, le genre ou les origines ethnoculturelles, pour n'en citer que 3. Par exemple, les jeunes gens descendants d'immigrés ont très peu de chances de vivre en couple non marié. Les femmes divorcées ou séparées ont moins de chances de se remettre en couple que leurs homologues masculins, entre autres parce qu'elles ont la charge des enfants. Dans les professions indépendantes, à l'inverse de ce qui existe chez les salariés, les relations avec la parentèle favorisent moins la famille de la femme parce que le patrimoine essentiel à la reproduction sociale dans ce milieu se transmet préférentiellement entre père et fils. Ces différentes variables sociales se combinent entre elles pour produire leurs effets. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Résumons. On a des formes familiales diverses, elles sont effectivement plus fluides, les parcours familiaux sont moins rectilignes, mais les structures sociales n'ont pas disparu pour autant. Le paysage familial n'est pas liquide. Il a sa propre structure, même si elle est moins facile à percevoir qu'à l'époque où une forme unique servait en quelque sorte d'étalon collectif. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, mais il me reste un 4e point. Donc, penser la famille dans son rapport à la société. Alors, on vient de le voir, pour analyser les transformations de la famille, il ne faut pas perdre de vue la société, les structures sociales. Aussi, convient-il de mettre en rapport les nouvelles formes familiales avec l'émergence d'une société de type libéral, marquée par l'affirmation du pluralisme normatif, et avec la réalité des inégalités sociales
entre catégories sociales, entre hommes et femmes, entre appartenances ethnoculturelles, etc. La famille est une institution sociale parmi d'autres. Elle est une composante du système social, ce qui signifie qu'elle en dépend, qu'elle est en interaction avec toutes les autres composantes du système social. Les commentaires médiatiques ou politiques négligent cet aspect en se focalisant sur la famille comme si elle était une entité autarcique. Cela donne lieu à deux types de propos selon les postulats des uns ou des autres. Soit on va dire que la famille est en perdition, soit on va dire que la famille se réinvente. En fait, les postulats en question, qui contiennent par avance la conclusion, sont des raisonnements circulaires, sont des jugements de valeur sur l'individualisme, parce que la focale est, à tort, exclusivement centrée sur la famille et les individus qui la composent. Alors ça peut aussi déboucher sur des discours culpabilisants qui font de la famille la racine des problèmes sociaux. Dans tous les cas, on a affaire à une même vision simplificatrice des rapports entre famille et société, comme si ces rapports étaient unilatéraux. Pour le sociologue, l'anthropologue ou l'historien, habitué à comparer les sociétés, les transformations de la famille sont la norme, c'est-à-dire des faits sociaux en tout point normaux. Ne confondons pas l'analyse des faits et les discours sociaux, d'ailleurs innombrables et contradictoires, qui portent sur la famille et y voient la cellule de base de la vie collective. Ces discours sont des fables, et comme toutes les fables, c'est quand elles sont crues, et à ce titre seulement que le sociologue doit y prêter attention. La fable n'est pas la réalité, elle en est une vision déformée ou inversée, mais dans certaines circonstances, elle produit des effets de réalité qui prendront par exemple la forme d'affrontements idéologiques sur ce qu'est et doit être la bonne famille. Je vous remercie de votre attention.